Maintenant que vous êtes versé dans l'art de la cinématique, c'est-à-dire de l'analyse mathématique des trajectoires d'un objet qui peut se balader dans l'espace, on va essayer de s'intéresser aux causes de ce déplacement et aux causes des modifications de ce déplacement, c'est-à-dire les forces. Alors, à l'origine, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on se rende compte que ce qui était fondamental quand vous exerciez une force sur un objet, c'était la modification de sa vitesse, c'est-à-dire son accélération. Et ça va être notre relation fondamentale de la dynamique qui va réussir à mettre en relation l'accélération du corps et les forces que vous exercez dessus. On va essayer dans un premier temps de décrire un petit peu les notions de force et de quantité de mouvement et voir comment ces deux-là se mettent ensemble au travers de la relation fondamentale de la dynamique pour pouvoir l'utiliser par la suite sur plusieurs exemples et puis essayer de creuser un petit peu la mécanique pour s'éloigner d'un effet purement descriptif et commencer à faire des calculs et des prédictions sur comment vont évoluer les choses quand on applique une certaine force à votre système. Alors on va commencer par les interactions fondamentales, c'est un tout petit peu historique et un tout petit peu culturel. Déjà dans un premier temps, parce que ça vous permettra de comprendre, si jamais vous entendez parler de la théorie de la grande unification, on va forcément parler de ces interactions fondamentales. Alors, au niveau des interactions fondamentales, vous avez 4 interactions fondamentales qui ont été répertoriées et toutes les forces que l'on va avoir dans la nature, et on va en décrire un certain nombre de forces particulières, toutes ces forces dérivent d'une manière ou d'une autre de l'une de ces 4 interactions. Plus particulièrement, il y en a 2 qui vont avoir une influence fondamentale, plus importante, disons, que les 2 autres qui auront lieu juste dans les problèmes de radioactivité. Alors, les interactions fondamentales, vous avez en premier lieu la gravitation. La gravitation, c'est l'interaction la plus faible des 4 interactions fondamentales et pourtant, c'est elle qui régit l'évolution de l'univers. Bah oui, parce que ça a beau être la plus faible, étant donné qu'elle est de portée infinie et qu'il n'y a pas de moyen de faire un écran à la gravitation, quand toutes les autres finissent par s'écranter, il ne reste plus que l'effet de la gravitation. Donc elle régit l'évolution à grande échelle de l'univers parce qu'elle a une caractéristique qui est qu'elle n'est pas écrantée. Car non écrantée. En particulier, il n'existe pas de masse négative, même l'antimatière, qui est la même chose que la matière, mais avec toutes les charges qui ont été opposées, la masse est toujours positive. Et puis, si vous continuez un petit peu pour l'étude de la relativité, on se rendra compte que c'est normal que les masses soient toujours positives, parce que la gravitation, en fait, n'est pas vraiment une force, c'est plutôt une déformation de l'espace-temps que l'on peut interpréter facilement dans notre vision du monde comme étant une force supplémentaire. Ensuite, vous avez l'électromagnétisme, donc toutes les forces électromagnétiques. Vous avez une grande partie du programme de 2e année qui est de justement essayer de décrire ces phénomènes électromagnétiques un petit peu plus précisément. Et cet électromagnétisme, ça régit les trajectoires ou les évolutions, le mouvement des particules chargées et comme vous-même vous êtes constitué d'atomes et qu'à l'intérieur des atomes vous avez un noyau positif et des tas d'électrons négatifs qui gravitent autour, eh bien toutes les forces sauf le poids que vous connaissez dans la vie de tous les jours, toutes ces forces-là dérivent d'une interaction électromagnétique. La force que mes doigts exercent les uns sur les autres, qu'on pourrait décrire, on va décrire par une force pressante, une force de pression, cette force, en fait, c'est l'interaction électromagnétique des couches électroniques de mon doigt de la main gauche avec les couches électroniques du doigt de la main droite. Et ces couches électroniques ne voulant pas se mettre les unes dans les autres, elles vont se repousser. Et donc, par effet de domino, ça va repousser un petit peu plus l'atome qui est juste derrière, qui repousse l'atome juste derrière, etc. Et donc, on a cette impression de contact. Donc, toutes les forces de contact, en fait,
sont des forces électromagnétiques qui se font à distance. C'est-à-dire que là, je suis assis sur ma chaise, mais en fait, je ne suis pas en contact avec ma chaise. C'est-à-dire que les atomes de la chaise se mettent juste en dessous des atomes de mon postérieur, et vous avez que je lévite légèrement au-dessus de la chaise grâce aux interactions électromagnétiques. Le fait que l'électromagnétisme cède le pas sur la gravitation, c'est dû au fait qu'il existe un écrantage possible, parce qu'il y a des charges positives, donc écrantage possible, parce que vous avez des charges positives et négatives, du fait que le système est globalement électroneutre. À grande distance, vous verrez beaucoup moins d'interactions possibles avec quelque chose qui a autant de charges positives que de charges négatives que s'il n'y avait que des charges positives. S'il n'y avait que des charges positives, l'univers aurait beaucoup de mal à exister, parce que rien ne pourrait s'approcher suffisamment près, étant donné que la force électromagnétique est beaucoup plus intense que la force de gravitation correspondante. Après, vous avez deux interactions qui sont là juste pour la culture, parce que en pratique, nous, on ne les utilisera pas, sauf si vous commencez à faire de la physique atomique, mais ce sera pour plus tard. Vous avez l'interaction forte. Celle-ci est responsable de la cohésion des noyaux atomiques, puisque je viens de justement dire que les forces électromagnétiques sont très puissantes. Or, les noyaux, vous savez que c'est un ramassis de protons qu'on a mis ensemble. On met quelques neutrons au passage, mais bon, le neutron étant neutre, n'agit pas sur la force électromagnétique, et donc deux protons, même si vous avez un neutron au milieu, ils vont se repousser quand même, fortement, et l'interaction forte est responsable de la cohésion du noyau. Si jamais vous faites de l'électrodynamique quantique, vous apprendrez que les vecteurs de l'interaction forte, ce qu'on appelle les gluons, ont justement un nom particulier, parce qu'ils font une sorte de glue qui va maintenir ensemble le noyau et éviter que celui-ci ne se désagrège du fait des répulsions entre deux protons qui forcément vont être très proches les uns des autres. Ça, c'est pour l'interaction forte. Et puis, vous avez la petite dernière, l'interaction faible. Alors, celle-là, il n'y a que les experts de la physique atomique qui savent vraiment à quoi ça correspond. Mais en gros, elle est responsable, celle-ci, de certaines désintégrations. Responsable de certaines désintégrations radioactives. C'est-à-dire que pour expliquer une partie de la radioactivité, on a besoin de cette force-là, de cette interaction. Et comme on va généralement pas du tout s'intéresser aux particules atomiques, voire subatomiques, ça les exclut de fait. Ces deux interactions sont exclues de notre sujet d'étude pour la mécanique. Nous, on va essayer de faire la mécanique macroscopique à notre échelle, ce sera déjà pas mal, et pour laquelle il y aura la gravitation au travers du poids ou des forces gravitationnelles quand on va étudier par exemple le système solaire, et pour tout le reste, l'électromagnétisme. Alors, bien sûr, on ne va pas invoquer les forces microscopiques entre électrons, entre couches électroniques à chaque fois qu'on en a besoin pour décrire une force dans notre domaine commun, dans la vie commune, mais simplement on va essayer de faire des modèles un petit peu plus simples qui nous permettent de décrire ce qui va se passer en fonction de si on change les dimensions d'un objet par exemple, qu'est-ce qui va se passer lors de son évolution. Alors, on a un certain nombre de principes qui ont été et de lois qui ont été énoncés par Newton dans ses Principia. Donc on a le principe des actions réciproques, qui dit que si vous exercez une force sur quelque chose, ce quelque chose exerce une force sur vous de la même manière. Donc le principe des actions réciproques, on va d'abord l'énoncer. Si deux corps A et B, donc si A et B
sont en interaction, c'est-à-dire que l'un exerce une force sur l'autre, alors la force que A exerce sur B est exactement l'opposé de celle que B exerce sur A. Donc on a que la force de A sur B, parfois on va noter A flèche B, enfin ça dépend, la manière, la notation n'est pas forcément toujours identique, mais si vous le lisez comme ça, force de A sur B, c'est relativement naturel, et c'est exactement l'opposé que la force que B exerce sur A, vectoriellement parlant. C'est relativement facile de s'en rendre compte. Si par exemple je prends ma main et que j'appuie sur cette table, j'exerce une force sur la table qui m'enfonce un petit peu plus dans le sol, mais la table en retour exerce la même force à l'opposé sur mes doigts, et donc c'est ça qui m'empêche de passer au travers de la table, puisqu'il faut bien réussir à expliquer pourquoi ma main ne continue pas son chemin pour passer au travers de la table. C'est parce qu'il y a une force exercée au niveau des points de contact par la table qui s'oppose au passage de ma main au travers de la table. Voilà. Alors faites bien attention, ces deux forces ne s'exercent pas sur le même objet. C'est-à-dire que il ne faut pas, quand on fera ce qu'on appelle les inventaires des forces qui s'exercent sur un objet, on ne faudra pas compter les deux à la fois. Si vous comptez les deux à la fois, la somme fait 0 et puis hop, ça va disparaître. Donc ces deux forces ne s'exercent pas sur le même objet, et il va donc être important de toujours bien définir l'objet dans l'inventaire. Donc attention, dans un inventaire, toujours définir l'objet sur lequel s'exercent les forces, toujours définir l'objet sur lequel s'exercent les forces, pour ne pas compter à la fois une force et son opposé. F de A sur B et F de B sur A, parce que ces deux-là, elles ne s'appliquent pas sur le même objet. Donc, toujours réfléchir au sens effectif par rapport à l'objet que vous êtes en train de considérer. On verra des exemples sur comment réussir à faire ces inventaires correctement et ne pas se tromper. Alors, par exemple, si on fait l'inventaire des forces s'exerçant sur un système, dans un exercice de mécanique, il faudra toujours commencer par dire quel est le système que vous considérez. Il faudra aussi toujours parler du référentiel, ça on va en reparler dans le grand 2, correspondant pour savoir si on a le droit d'utiliser ou pas la relation fondamentale de la dynamique, parce que c'est que dans un certain type de référentiel qu'on peut l'utiliser. Mais pour l'inventaire des forces, vous devez définir un objet. Par exemple, si vous prenez un petit bonhomme qui est en train de se déplacer vers la droite, et ce petit bonhomme est accroché à un fil qui est comme ça, j'aimerais bien déterminer, tout en marchant sur le sol, j'aimerais bien déterminer l'ensemble des forces qui vont s'exercer sur ce petit bonhomme. Alors, vous avez déjà une première force qui s'exerce à son centre de gravité, qui est le poids du petit bonhomme. Ça, c'est l'interaction gravitationnelle de la Terre, que la Terre exerce sur le petit bonhomme. À noter que la Terre vous attire, c'est normal, ça se ressent tous les jours, mais vous aussi, vous attirez la Terre dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, enfin pas dans les mêmes proportions, avec la même intensité, avec la même norme, puisque la force que vous exercez sur la Terre, ça va être l'opposé du poids.
Alors, ce qui change entre vous et la Terre, c'est-à-dire si vous sautez d'une falaise, vous allez quand même vachement avoir l'impression que c'est vous qui vous précipitez vers la Terre plutôt que la Terre qui se précipite vers vous, tout simplement parce que l'inertie, la masse de la Terre est beaucoup plus importante, et donc pour avoir un déplacement du même ordre de grandeur, il faudra une force proportionnellement beaucoup plus importante. Donc vous qui exercez la même force, étant donné que l'inertie de la Terre est beaucoup plus grande que la vôtre, la Terre va quasiment pas bouger, alors que vous allez fortement bouger suite à l'action de la force exercée par la Terre. Donc ça, c'est le poids. Là, ce qui empêche ce petit bonhomme de passer au travers du sol, tout simplement, c'est la réaction du sol. Et donc, si on dit par exemple qu'il n'y a qu'un seul pied qui est en contact avec le sol, vous allez avoir ici ce qu'on peut appeler la réaction normale, des réactions perpendiculaires, qui va avoir tendance à vous empêcher, le sol pousse sur vous pour vous maintenir à l'équilibre. Vous qui êtes installé devant votre ordinateur ou devant votre écran, posez-vous la question, ressentez un petit peu ce qu'il y a sous vos fesses et puis ressentez la force que le canapé, la chaise ou quoi que ce soit est en train d'exercer sur vos fesses pour éviter que vous ne passiez au travers de lui. C'est exactement ça. Bon, vous avez encore deux autres forces. Vous avez un lien qui est ici, c'est une sorte d'élastique, et cet élastique va avoir tendance à tirer le bonhomme, et donc vous pourrez avoir une force qui va être dans ce sens-là. Donc ça va être la tension, on va l'appeler T pour tension du fil, qui va avoir tendance à repousser. Et sachant que le petit bonhomme, il était en train d'aller dans cette direction-là, il appuie avec ses pieds à la surface du sol pour essayer d'avancer. Donc, le sol est en train d'exercer une force sur lui qui pousse. Vous ressentez la force que vous exercez sur le pied, et pour aller vers l'avant, vous poussez vers l'arrière. Et quand vous poussez vers l'arrière, le sol qui vous empêche d'aller vers l'arrière à cause des frottements qu'il y a au niveau de votre pied, ce sol-là vous pousse vers l'avant. C'est un des aspects où les forces de frottement sont motrices. Donc la force qui correspond par exemple à la marche va être comme ça, avec son point d'application au niveau du pied et vers l'avant. Donc à chaque fois que vous regardez, vous faites un inventaire des forces, vous avez besoin de faire la liste des vecteurs force en présence et de leur point d'application. Contrairement aux simples vecteurs mathématiques que vous pouvez déplacer n'importe où et qui restent toujours le même, quand vous appliquez une force, c'est pas la même chose d'appliquer une force ici ou d'appliquer une force ici. Vous voyez que l'effet sur mon bras va être différent. Dans un sens, il pivote dans une direction et là, il pivote dans l'autre direction. Pourtant, j'applique le même vecteur force, mais j'ai besoin des points d'application. Alors, dans les premières parties, ça aura pas tellement d'importance parce que quand on va faire la relation fondamentale de la dynamique, tout ce qui va nous intéresser, c'est le vecteur force. Mais le point d'application, ça va être particulièrement important quand on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les moments. Important pour les moments des forces qui vont définir, qui vont servir qui vont régir l'évolution de la rotation des objets sur lesquels vous appliquez vos forces. Donc, quand vous faites la liste des forces, il faut connaître le vecteur. En général, il suffit de lui donner un nom et de le dessiner sur votre schéma. Et il faut connaître aussi le point d'application de ce vecteur. Et le mieux, c'est de vous faire systématiquement un petit schéma et de représenter toutes les forces qui s'exercent après l'avoir listé, toutes les forces qui s'exercent sur votre système.